Quelques instants avant le début officiel donc, de notre webinaire ce matin pour saluer tous ceux qui sont déjà présents. Je reconnais un certain nombre de noms dans la liste de participants, d'autres que je connais moins. On va faire un petit tour d'horizon. D'où est-ce que vous venez les uns les autres? Je crois qu'on a pas mal d'amis belges ce matin notamment. Est-ce que vous pouvez juste nous indiquer premièrement, est-ce que vous nous entendez bien? Ça, c'est un premier test. Et le deuxième, où est-ce que vous êtes situé? Est-ce que vous êtes en France? Est-ce que vous êtes en Belgique? Est-ce que vous êtes éventuellement ailleurs? J'ai l'impression qu'on a l'Afrique du Sud avec nous. Oui. Grande fidèle. Grande fidèle des webinaires. Ah, salut Arnaud. Tu faisais partie effectivement des noms que je reconnaissais dans la liste. Paris, Lyon. On a la France, on a Lyon. C'est l'heure du Paris. voyage, effectivement. Bonjour Geoffrey. Peut-être moins chaud qu'ici. Bonjour Mathilde, bonjour Xavier, bonjour Hugo. Des Lyonnais, des Parisiens, des Belges. Marseille. Bonjour Baptiste. Toulouse. Ben, on a un beau tour d'horizon. Ouais, Bordeaux. L'Oise. Super. Je sais pas où c'est, mais je plaisante. Annecy, c'est chez toi. Annecy, voilà. Formidable. J'y suis né et j'y ai grandi. Bon, ben super. Pas d'Alsacien? Non, j'ai pas l'impression. J'ai peut-être férié en Alsace aujourd'hui. Ah, c'est... Je pense qu'en Alsace, les gens font le vendredi et font le lundi. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est un jour férié ici au Brésil. Comme lors de notre précédent webinaire, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient déjà parmi nous à ce moment-là, on décide de faire les webinaires les jours fériés, non pas parce qu'on trouve ça sympa de venir travailler ces jours-là, mais surtout parce que ça nous permet d'être plus tranquille et totalement disponible pour pouvoir donc dispenser cette bonne parole que nous allons vous transmettre. Petite présentation? Petite présentation. Bah, attends, on attend encore un petit peu. On n'est pas tout à fait à l'heure officielle. Vous êtes une cinquantaine d'inscrits ce matin. Je vois qu'on est déjà en 24. On va encore attendre 2-3 minutes et puis on commencera réellement le webinaire. Allô? Bonjour. Oui, Geoffrey. Tu nous entends bien? Très bien. Est-ce que des gens ont déjà assisté au premier webinaire sur le Brésil? Oui. Lorraine, oui. Ah, le son était... Ah, le son est mauvais. Ah. Première fois. Ok. Bon. Ah, ça bug un peu. Bon. Bon, notre connexion, on l'a vérifiée. Elle est pourtant assez bonne ce matin. Hop. Ah, ok ici. Bon, ça dépend. Essayez de rafraîchir le trait. Bon. Bon, ça dépend des gens. Ok, super. Bon, je vais tâcher, moi en particulier, j'ai tendance à pas beaucoup articuler et un peu marmonner dans ma marge. Je vais essayer de faire des efforts ce matin pour être sûr que tout le monde comprenne bien tout ce qu'on raconte. Ah, 59, allez, dans une minute, on a 27 participants connectés. On part à 10h pile. Dans quelques secondes, on commence le webinaire. Ah, salut Stéphane. Un autre Lyonnais. Ah, Lyonnais. Parfait. Qu'est-ce qui est le plus simple de faire ici? Oui, plutôt. Allez. Il est 10h, on commence. Donc, bonjour à tous. Bienvenue pour notre webinaire Nord-Est. Je vais me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Sergio, donc je suis le gérant de l'agence Terranosa depuis bientôt 3 ans. Avant cette expérience brésilienne, donc ici à Fortaleza, j'étais notamment au sein du groupe Terra en Bolivie, au Pérou et au Costa Rica. Donc, j'ai fait un petit tour exhaustif, on va dire, d'Amérique latine avant donc de m'établir ici à Fortaleza pour le Brésil. Je sais pas, bonjour à tous, donc moi c'est Valérie. Ça fait 2 ans que je suis installée à Fortaleza, donc dans
nord-est du Brésil. Avant, j'étais au Pérou pour Terra également, donc dans l'agence Alima. Donc, autre ambiance, plus météo moins évidente, on va dire, mais en tout cas, voilà, deux ambiances différentes. Je suis ravie d'être ici pour vous faire découvrir donc, les côtés du nord-est du Brésil. Donc, on va commencer avec Serge sur la première partie. Alors, je reviens. Donc, le nord-est du Brésil. On va vous présenter aujourd'hui un itinéraire donc assez particulier du nord-est et qu'on affectionne beaucoup. Ça s'appelle la route des émotions. La route des émotions, qu'est-ce que c'est? C'est donc cet itinéraire entre les villes de Saint-Louis et Fortaleza. Donc, c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, un petit peu plus en détail. Comme l'indique Sarah sur le chat, vous pouvez poser des questions pendant toute la présentation. On les recensera et on tâchera d'y répondre en fin de présentation. Si toutefois, il y a des points qu'on n'aura pas abordés dans la présentation, vous allez voir, on rentre pas mal dans le détail de certaines questions pratiques, notamment, etc. Voilà. On reviendra en tous les cas sur toutes les questions qui auront été posées en fin de webinaire, si toutefois les réponses n'étaient pas dans la présentation. Donc, avant d'aborder la route des émotions en soi, juste quelques petits rappels. Le nord-est du Brésil. Le nord-est du Brésil, premièrement, c'est où? Le nord-est du Brésil, c'est ce que vous pouvez observer donc sur la carte qui vous est présentée. C'est cette corne, entre guillemets, du Brésil, qui est la partie la plus proche et de l'Afrique et de l'Europe, qui s'étend schématiquement de l'état de Bahia, dans la capitale El Salvador, jusqu'à l'état du Maranhão, donc dans la capitale de San Luis. Tout ce littoral et tout l'intérieur des terres, c'est ce qu'on considère géographiquement comme étant le nord-est du Brésil. Maintenant que vous savez où se trouve le nord-est, j'imagine que vous vous demandez comment on fait pour y venir. Comment on fait comme ça. Les principales liaisons aériennes qu'on a depuis l'Europe pour le nord-est, les plus régulières, c'est-à-dire des vols quotidiens, c'est la compagnie TAP Portugal, via des escales soit à Lisbonne, soit à Porto, et qui desservent les principales villes du nord-est brésilien, Salvador, Recife, Natal et Fortaleza notamment. On a également là, à partir du 2 mai, très très prochainement, dans un mois, Joon, la nouvelle marque lancée par Air France, qui ouvre ses vols directs, qui sont une excellente nouvelle pour nous, Paris-Fortaleza, directement. Pour l'instant, 2 rotations dans la semaine, le vendredi et le dimanche. Il est question de en ouvrir une 3e probablement à partir du mois d'octobre, le mercredi. Pour l'instant, c'est pas encore confirmé, mais voilà. En tous les cas, c'est ce vers quoi on s'oriente. On a également KLM, donc partenaire d'Air France, qui opère 3 fois par semaine un vol direct d'Amsterdam sur Fortaleza également. On a la compagnie allemande Condor qui opère 2 fois par semaine un vol Francfort-Fortaleza. Et enfin, depuis l'Espagne, la compagnie Air Europa qui, 1 fois par semaine le vendredi, opère un vol direct Madrid, donc directement sur Recife. Donc, petit résumé là encore, le Nord-Est est une destination vraiment, qui présente de multiples intérêts à l'image du Brésil. On a une partie culturelle, on a une partie très balnéaire évidemment, puisque le Nord-Est est le spot réellement pour faire du beau balnéaire ici au Brésil. Une partie très très nature, une partie très aventure. Ça, c'est ce qu'on peut retrouver à l'échelle du pays. Si certains ont participé au webinaire qu'on avait fait au mois de novembre, vous allez retrouver un petit peu les thématiques qu'on a mises en avant sur tout le pays, sur tout le Brésil. On retrouve également ces thématiques-là sur le Nord-Est, et un des grands avantages de cet itinéraire de la route des émotions qu'on va vous présenter, c'est que lui également, sur un itinéraire relativement condensé, entre guillemets, en termes de distance géographique à l'échelle du Brésil, entre Saint-Louis et Fortaleza, il y a grosso modo 800 km, un petit peu plus à vol d'oiseau. On va retrouver ces 4 facettes, donc, et du culturel, et du balnéaire, et une partie naturelle, et une partie également très très aventure, pour ce qu'on est sur une destination très hors sentier battu. Je vais maintenant passer la parole à Valérie qui va rentrer un petit peu plus dans le détail donc, de cette route des émotions et qui va vous présenter notamment la première grosse partie. Je disparais. Et je réapparais. Donc la route des émotions, c'est un nom très joli qu'on donne ici donc, pour décrire tout cet itinéraire qu'on fait généralement entre San Luis et Fortaleza dans un sens ou dans l'autre. On traverse 3 États. C'est vrai que par les plages, par la route, en bateau, en buggy, en kite, à la nage, à pied, ça reste vraiment une route assez variée, que ce soit en transport, activité, c'est vraiment une très belle route. Comme le disait Serge, c'est vrai que le Brésil est très grand et ça permet de faire beaucoup de choses sur une distance relativement courte à l'échelle du pays. On conseille généralement, pour tout ce qu'on va vous décrire par la suite,
une durée d'une une bonne semaine, disons, pour faire cet itinéraire, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. On privilégie un départ de San Luis et une arrivée à Fortaleza pour avoir justement la partie balnéaire qu'on va vous décrire, plus vers la fin du séjour pour se reposer avant de partir. Donc on va décrire chaque tronçon, chaque étape en fait, avec les points d'intérêt sur la route, ce qui va suivre. Alors je commence par San Luis et les Lençóis Maranhenses. San Luis d'abord, donc l'étape un peu culturelle de cette route des émotions, l'étape un peu visite qu'on peut avoir sur cette route. San Luis a un petit centre historique colonial assez agréable qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc vous avez des ruelles avec des belles façades, avec des faïences. L'ambiance de la ville est assez décontractée. Voilà, il y a de la musique reggae. Il y a une petite place du village. C'est vrai que l'ambiance est assez paisible, donc c'est assez agréable pour un début de séjour. Sur une demi-journée, ça permet déjà de bien arpenter le centre historique. Si les clients ont un peu plus de temps, je recommande vraiment de rester un petit peu plus longtemps pour aller visiter la ville coloniale d'Alcantara, donc qui est peu touristique encore, qui est vraiment un peu plus typique, je dirais. On y accède en bateau depuis San Luis, donc il y a 1 heure à peu près de traversée. C'est l'occasion d'observer la belle végétation aussi, un peu tropicale. Il y a des ibis rouges en fin de journée qui s'envolent au-dessus du bateau, donc c'est vrai que c'est assez agréable. La petite ville en soi, pareil, il y a de belles maisons coloniales. On dirait que le temps s'est un peu arrêté à Alcantara. Peu d'habitants, depuis 150 ans apparemment, le nombre d'habitants n'a pas évolué. On est vraiment sur un petit bout du monde assez paisible. Donc pour la journée entière, ça peut être une belle excursion pour les gens qui ont un peu plus de temps. Donc après cette étape un peu culturelle, le vrai intérêt de San Luis, du point de départ de cette des émotions, c'est le parc national des Lençóis, qu'on peut voir sur cette image. On a 2 accès pour le parc national des Lençóis. Donc Barreirinhas, le premier accès qui est quand même à 4h30 de route, donc en transport privé ou en bus collectif. Donc vous arrivez dans une petite ville qui est au bord du fleuve, du Rio Preguiças, qui donne le côté un petit peu agréable à la ville. Si on pousse un petit peu plus loin, on va jusqu'à Atins, qui est là plutôt un village qu'une ville, qui est au milieu du sable. On y accède par bateau privé. Donc depuis Barreirinhas, vous avez à peu près 2 heures de traversée sur le Rio Preguiças. C'est très joli. Vous arrivez sur un banc de sable. Il n'y a pas de port vraiment installé. C'est vraiment un petit bout du monde. On se demande parfois si on est bien arrivé. Vous accédez dans ce petit village, pas de voiture. On y accède donc en bateau et ensuite sur place, on se balade à pied, en quad, à cheval éventuellement, mais c'est vrai qu'on est vraiment dans le sable. Il y a quelques belles plages aussi, donc c'est vrai que c'est assez agréable. Dans tous les cas ici, Terra Nossa, en tout cas, on essaye de privilégier vraiment, quand les clients ont un petit peu de temps, on privilégie le séjour à Atins sur 2-3 nuits. Même certaines personnes qui adorent la tranquillité et le calme, ils restent plusieurs nuits. C'est vraiment agréable, beaucoup plus agréable que Barreirinhas sur une longue période. Ensuite, l'accès, qu'est-ce qu'on y fait dans le parc national des Lençóis? Donc déjà, il faut imaginer 150 000 hectares de dunes de sable blanc qui ondulent comme des draps, lençóis en portugais, et des lagunes en fait d'eau douce viennent se former entre ces dunes de sable. Donc ça donne un panorama vraiment exceptionnel, dunes, lagunes, l'océan au loin. Les lagunes ont des tailles, des couleurs différentes. En fonction de la saison, il y a des variations de ce climat qui fait que le parc change. Donc c'est vrai que c'est vraiment une des choses les plus belles, je pense, que j'ai vues jusqu'à présent. Donc ça vaut le détour et l'étape dans les Lençóis. Ce qu'on peut y faire, donc une découverte assez classique sur la demi-journée ou journée qu'on prend le parc. On peut se baigner bien sûr dans les lagunes. On marche un peu
monter sur la journée, on découvre peu à peu les lagunes, que ce soit depuis Barreirinhas ou Atins, la visite est assez facile vraiment sur une journée, voire une demi-journée pour les gens vraiment les plus pressés. Pour prolonger un peu l'expérience, je recommande vraiment le trek, une traversée du parc des Lençóis sur l'eau. Donc là, on marche environ 5 heures par jour. C'est pas très difficile. C'est pas un trek qui nécessite une grande condition physique. On n'est pas sur des dénivelés, des difficultés ou l'altitude par rapport à ce que j'ai pu connaître, par exemple, au Pérou. On est vraiment sur un trek plus abordable et accessible à tous. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je suis pas connue pour être la plus sportive de l'équipe et je l'ai fait. C'est un très beau souvenir. C'est peut-être ce que j'ai fait de plus beau jusqu'à présent dans le Nord-Est. Donc si je peux le faire, globalement beaucoup de gens veulent le faire. On a des familles avec adolescents, on a des couples, on a des groupes d'amis. Enfin, c'est vraiment tout public. Donc on commence très tôt à marcher. À 3h ou 4h du matin, on commence à marcher. Donc sous un ciel étoilé, on découvre peu à peu les lagunes. C'est vraiment une ambiance assez magique. L'expérience se prolonge quand on arrive dans une oasis en début d'après-midi. Un peu de verdure, quelques bâtisses, et on dort en fait chez l'habitant. Donc il y a quelques bâtisses donc chez des locaux qui nous préparent à manger. On dort dans un hamac le soir. Alors ça peut surprendre les clients généralement, mais la nuit se passe très bien. On est assez fatigué d'avoir marché, donc on s'endort assez rapidement. Le hamac, on donne quelques astuces pour bien dormir. Généralement, tout se passe très bien. Et c'est vraiment une belle expérience, belle expérience garantie pour les clients. Pour quelque chose de plus romantique, on peut partir en balade à cheval au coucher du soleil, donc dans les dunes. C'est une belle façon de découvrir le parc. Pour l'anecdote, on a eu une demande en mariage chez des clients. Au coucher du soleil, la cliente a dit oui, parce qu'ensuite ils faisaient toute la route des émotions, donc ça aurait été gênant qu'elle dise non. Donc pour des bienfaits logistiques, la cliente a dit oui. En tout cas, pensez-y pour vos éventuels clients amoureux. Plus inédit, faire du kitesurf dans les lagunes d'eau douce, quand vraiment le parc a des lagunes bien remplies en saison. C'est vrai que c'est possible pour les kitesurfers un peu plus expérimentés d'aller s'essayer donc sur les lagunes, dans les lagunes du parc. Pour les plus VIP, on a le survol en avionnette privée depuis Barreirinhas, justement pour se rendre compte de la grandeur, l'étendue du parc. Vraiment en avion, c'est vraiment une belle expérience. On se rend bien compte du coup de l'océan derrière, le fleuve, plus le parc avec les dunes blanches et les lagunes. Donc voilà pour les différentes activités. Quelques photos pour illustrer pendant le trek des Lençóis. C'est d'ailleurs notre guide star sur la photo avec une cliente. Là, ça doit être moi qui prends un petit bain parce que c'est quand même assez éreintant. Donc voilà, on a la chance d'avoir Là, c'était une très grande lagune, donc le bain était assez agréable, croyez-moi. Quelques images pour le trek et ce que je vous disais des oasis. Donc la nuit, avec une petite paillote pour dormir, les hamacs. Là, c'est pas moi, mais en tout cas, j'ai aussi dormi dans ces hamacs. On y dort très bien. Là, c'est pas Terra Nostra, hein. Genre, une kitesurfeuse qui était venue très pro et qui donc s'est essayée dans ce que je vous disais dans les lagunes du parc. Elle a beaucoup aimé l'expérience et elle a fait de très belles photos. Et donc ça, c'est ce que vous pouvez voir quand justement vous prenez de la hauteur à bord d'un petit avion depuis Barreirinhas. Voilà, je laisse la parole pour la suite de la route, un peu plus nature avec ça. Hop, donc voilà. Donc, après cette partie magnifique, c'est un petit peu difficile pour moi d'enchaîner parce que quand on a vu les photos des Lençóis, en général, on ne veut rien voir d'autre, mais je vais quand même le faire. Voilà, on va passer donc de la partie des Lençóis Maranhenses, c'est ce que vient de vous présenter Valérie. À la suite, quand on continue donc à descendre le littoral vers l'est en direction de Fortaleza, on arrive sur la région du delta de Parnaíba, qui est un des plus grands du monde, avec ceux du Nil et du Mekong. Et donc l'état du Piauí, où on retrouve également le petit village balnéaire de Barra-Grande dont je vais vous parler. Donc delta de Parnaíba, quand on vient de la partie des Lençóis Maranhenses, que ce soit de Barreirinhas ou d'Atins,
On repart, si vous êtes à Teams, on repart pour une petite traversée en bateau d'une demi-heure. On retrouve un 4x4 qui nous amène jusqu'à une petite ville qui s'appelle Tutoya, qui est en fait le point d'entrée, on va dire, pour la traversée du delta du Parnaíba. Là, vous avez votre embarcation privée qui vous attend avec son pilote. Vous partez dans le delta pour une traversée qui va durer 2 heures, 2h30, 3 heures en fonction du temps éventuellement que les gens vont prendre à chaque arrêt. Il y a des endroits où on a des dunes de sable, un petit peu à l'image de ce qu'on a dans les Soys. On a tout ce qui est observation de la faune et de la flore du delta, des caïmans notamment, ça c'est plutôt le soir, des singes ça peut arriver en journée, énormément de crabes, des iguanes effectivement, les ibis rouges on va y revenir également. En fait il faut savoir qu'on a une période dans l'année où dans le delta de Parnaíba on a des ibis rouges qui viennent nicher tous les soirs sur une des îles du delta. Cette période elle s'étend à peu près du mois de mai-juin jusqu'à octobre à peu près, et donc pendant toute cette période tous mes clients, on les amène dans le delta au moment du coucher du soleil, jusqu'à l'endroit dont ils nichent, ces fameux ibis rouges, pardon pour cette notification, ces fameux ibis rouges. Donc voilà, c'est un spectacle assez magique en fait. On arrive à un endroit, on attend au début, il se passe rien, et puis au bout d'un moment, au moment où le soleil se couche, on a ces colonies d'ibis rouges, ces grandes taches rouges qui arrivent d'un peu tous les horizons dans le ciel et qui viennent se nicher sur l'île. C'est vraiment un très très beau spectacle. Encore une fois, à recommander aux clients, si tant est qu'on soit en saison pour le faire. Expérience un petit peu exceptionnelle dans l'état de Parnaíba, aller dormir sur une île privée qui s'appelle Ilha dos Polvos, que je vais vous présenter en photo juste après. Ilha dos Polvos, c'est une île qui est au bout du delta, sur lequel il y a un petit hôtel qui s'est monté. Donc île privée, hein, il n'y a pas d'autres habitants sur l'île. C'est une maison principale, 2 bungalows, une piscine, des kilomètres de plage sauvage donc à disposition. Très très belle expérience. On est sur un confort sympa, mais vraiment, c'est pas tellement le luxe de l'hôtel. En soi, l'hôtel est très sympa, mais c'est rien de luxueux. C'est vraiment l'expérience qui vaut vraiment vraiment le détour. Autre point à prendre en considération, on peut kiter. Que ce soit dans le delta ou justement à Ilha dos Polvos, compte tenu de ces kilomètres de plage qu'on a à proximité. C'est un spot de kite également, ça requiert un certain niveau, mais on a déjà plus d'un client qui a été kité dans le delta, et on a cette kiteuse également dont on vous parlait juste avant, Isabelle, qui l'année dernière était venue kiter dans le delta de Parnaíba. Donc, ça c'est pour le delta. Quand on continue sur le littoral, on arrive sur un petit village balnéaire qui s'appelle Barra Grande. Barra Grande, c'est un petit village encore peu développé touristiquement, qui ressemble sans doute à ce à quoi devait ressembler Jericoacoara, là qu'on va voir juste après, il y a une quinzaine d'années. On a quelques posadas, quelques petits commerces, quelques restaurants, mais on reste vraiment sur un village qui pour l'instant a une ambiance très paisible. C'est un spot de kite également, hein, très reconnu pour le kite, Barra Grande. De manière générale d'ailleurs, à partir du mois d'octobre-novembre, il y a un gros public kiter qui vient sur ce spot-là. Voilà, en tous les cas, ça peut être une belle étape sur cette route des émotions également pour les gens qui ne dormiront pas à Parnaíba, de pousser éventuellement jusqu'à Barra Grande pour venir découvrir donc, ce petit village. Je parlais de kite, c'est également une belle étape pour un public plus familial. Il y a notamment une excursion très très sympa qui s'organise très facilement sur place, qui consiste à partir en charrette de Lentelle, à aller prendre un canot à travers la mangrove pour aller observer des hippocampes dans leur habitat naturel. Voilà, c'est une belle expérience également. Donc, Barra Grande à retenir pour un public, bon change Jean-Francis, pour un public sportif pour le kite, mais également pour un public famille, pour des couples qui seraient en lune de miel. Il y a des petites posadas très sympas avec des petits bungalows sur pilotis en bord de mer. C'est vraiment un très très bel endroit où faire étape donc avant de poursuivre la route. Quelques petites photos de ce dont on vient de parler, les fameux ibis rouges donc, dont je vous parlais dans le delta de Parnaíba sur le rig. Comme je vous le disais, la bonne saison pour les ibis, c'est réellement à partir de mai-juin et ça va à peu près jusqu'à septembre-octobre, globalement. Le reste de l'année, on n'a pas d'ibis dans le delta. Ilha dos Polvos, donc cette île privée au bout du delta avec cette vue aérienne donc on a de ce petit hôtel dont je vous parlais, qui est vraiment un très très bel endroit. On n'est pas embêté par les voisins, très clairement. On a des kilomètres de plage pour soi. On peut aller faire de la rando si on en a envie. On peut partir faire un tour en quad puisque l'hôtel met à disposition également des quads. Vraiment un endroit très très chouette et très préservé, loin du circuit touristique habituel. Enfin, on en parlait juste avant, Barra Grande qui est également un paradis du kite, parce que vous pouvez
observés sur la photo. Je vais laisser à nouveau donc la parole à Valérie qui va prendre la suite pour vous présenter ce qui suit sur le littoral, c'est-à-dire toute la partie de Jericoacoara. Alors, donc quand on poursuit cette route, donc par Naïba, comme l'a montré Serge, on arrive sur le spot un peu mythique qui commence à être connu de Jericoacoara. Alors déjà, le nom, très difficile à prononcer généralement, on le surnomme ici Jerry, ce qui facilite globalement pour notre clientèle francophone. Jericoacoara veut dire le lieu où dorment les crocos au soleil. Globalement, ça donne un peu l'ambiance qu'il peut y avoir à Jericoacoara. Il y a 20 ans, c'était encore un petit village de pêcheurs, des hippies, c'était très tranquille. Il n'y avait pas d'électricité encore il y a 20 ans et c'est vrai que le spot a pris en notoriété, notamment aidé par les kiteurs. C'est vrai que c'est devenu de plus en plus connu, mais le spot le lieu a gardé son charme. Donc en termes d'accès, depuis Parnaíba, donc si on a fait le delta, Baragão, on arrive par la plage. On arrive par la plage à Jericoacoara. On s'arrête généralement sur le chemin sur une lagune, encore une lagune, avant d'arriver dans le petit village. Si on est depuis Fortaleza, donc si on prend la route dans l'autre sens et qu'on arrive à Fortaleza, il y a à peu près 4h30 de route. Également la fin se fait également par la plage, donc on arrive par le village plage. Pour les plus impatients, ou 4h30 de route, ça peut paraître un peu long. Il y a un nouvel aéroport à Jericoacoara, qui est ouvert fin d'année dernière. Il y a des vols directs donc depuis Recife ou São Paulo. Donc à l'intérieur d'un circuit, on peut envisager d'arriver directement en avion à Jericoacoara. Pour les plus VIP, encore une fois, les possibilités d'avionnettes privées ou hélicoptères depuis Fortaleza, donc pour raccourcir la route. Qu'est-ce qu'on y fait à Jericoacoara? Alors, de la détente aussi. Ça peut être une fin de séjour vraiment balnéaire. Quand on a fait toute cette route, qu'on a vu énormément de choses entre les lençois, la nature, une petite étape balnéaire avant de repartir. Donc, marcher pieds nus dans les ruelles du village. Donc, tout est ensablé en fait. Il n'y a pas de route. On se déplace à pied, en quad, en buggy. Voilà, donc ça peut... des petites ruelles avec des restaurants. On peut admirer le coucher de soleil, c'est une des activités un peu phares du village. On va sur la dune de sable la plus haute, en fait, qui donne sur l'océan et on admire le coucher de soleil. C'est vraiment un beau spectacle sur chaque journée. On peut également partir en buggy, donc pour aller à travers les dunes, donc aller dans les lagunes du parc, des hamacs suspendus dans les lagons. Donc c'est assez agréable pour la sieste après avoir mangé. Petite excursion qui peut se faire sur la demi-journée pour permettre un peu de parcourir un peu plus le parc au-delà des plages. On revient aussi sur le point kitesurf et toute activité nautique qui est assez facile à faire à Jericoacoara, donc kitesurf, surf, planche à voile, du bateau. Qu'on soit expérimenté ou pas, le kitesurf, voilà, on peut prévoir aussi, des familles prévoient cet été par exemple beaucoup d'initiations au kitesurf. Donc c'est vrai que comme Jericoacoara c'est en fin de séjour, on peut y rester 3-4 jours, ce qui est idéal pour faire une initiation au kitesurf. Alors bon, moi je l'ai fait pour l'instant, je suis pas au niveau expérimenté, mais en tout cas, on peut déjà avoir des sensations sur une session de 5 heures. Donc réparti par exemple 5-6 heures sur 3 jours, ça permet déjà de sortir un peu la tête de l'eau et prendre des belles sensations en tout cas sur le kitesurf. Ça peut être une idée pour tout public en fin de séjour. La balade à cheval aussi également au coucher du soleil, je vous recommande également, avec ou sans demande en mariage, en tout cas ça reste agréable à Jeri également. Comme je disais, donc Jericoacoara est un peu animé aussi le soir. Il y a beaucoup de restaurants, de petits bars, donc ce qui est assez bien parce que sur tout le périple qu'on a présenté, on est plutôt sur des petits villages avec de la nature, des grands espaces, mais voilà, peu d'animation. Jeri permet d'avoir aussi un peu plus d'activités, que ce soit nocturne ou dans la journée. Pour des gens qui souhaitent profiter de l'animation de Jeri, peut-être en fin de journée ou pour le coucher du soleil, mais avoir un hôtel un peu plus au calme, disons sur une plage, et avoir un village un peu plus tranquille. On a la possibilité de loger dans le petit village de Préa,
qui est juste à côté de Géry. On est peut-être à 20 minutes en buggy. Voilà, vous êtes sur une grande plage sauvage. Pour les lunes de miel, par exemple, beaucoup de couples choisissent de rester dans un hôtel un peu plus loin et d'aller à Jericoacoara sur la journée. Donc on va illustrer ça. Donc ça, c'est la plage principale de Jericoacoara avec les petits bateaux, des petits vendeurs de caipirinha sur la plage en fin de journée. C'est vraiment une belle ambiance, il y a quelques cocotiers. Les hôtels, en fait, sont pas très hauts. Donc en fait, quand on se baigne, on voit surtout les cocotiers, on voit pas des buildings. Tout est resté vraiment en posada avec quelques chambres et vraiment sur un niveau assez bas. Donc ça n'a pas dégradé ce qui est plutôt bien. Là, c'est la lagune du Paradis qui porte bien son nom aussi. Donc pareil, ce que je vous disais, on peut faire à la journée du buggy. Donc c'est pour notamment aller passer un peu de temps et découvrir cette lagune avec les hamacs suspendus dans l'eau, un bon restaurant à langoustes. C'est vraiment très, très sympa pour la journée. Et enfin, la plage de Préa, qui, comme vous le voyez, est assez déserte. On n'est pas gêné par le bruit et c'est notamment un hôtel qu'on voit en petit bungalow sur la plage qui est vraiment agréable. On continue la route donc, pour retourner chez nous à Fortaleza. Je laisse la parole à Serge. Hop, c'est à nouveau moi. Donc après avoir vu la partie concernant Jericoacoara, on a schématiquement deux possibilités. Pour les clients qui ont un petit peu moins de temps, la plupart choisissent l'option de rentrer directement de Jeri sur Fortaleza pour enchaîner donc avec un vol. Il faut savoir que c'est un trajet qui prend à peu près 4h30 au plus direct, donc par la route. Pour ceux qui auraient un petit peu plus de temps, qui voudraient continuer à faire du balnéaire, mais dans une ambiance peut-être un petit peu différente de celle qu'on a à Jericoacoara, on a décidé de mettre en avant deux villages en particulier sur ce littoral, mais il y en a d'autres, hein, en tous les cas, ce sont nos préférés. Le village d'Icaraí, son nom complet c'est Icaraízinho da Montada, pour ceux que ça intéresse, et le village donc de Guajiru. Le premier, Icaraí, donc on y accède quand on vient de Jeri, on a à peu près 1h30 de trajet pour arriver jusqu'à Icaraí. Guajiru, c'est un petit peu plus loin, c'est plus à mi-chemin entre guillemets entre Fortaleza et Jericoacoara. Il s'agit de petits villages un petit peu à l'image de Baragrin, puis encore une fois on a quelques posadas, quelques petits restaurants, mais qui restent des choses beaucoup moins développées touristiquement que Jericoacoara. Donc c'est un petit peu une autre ambiance. On est sur des petits villages de pêcheurs assez typiques de la région. On va pouvoir retrouver des jangadas qui sont ces embarcations à voile qu'on voit notamment illustrées en photo. Ce sont également, encore une fois, des spots reconnus pour le kite. Il faut savoir que le Nord-Est, c'est vraiment une destination qui s'est développée, entre autres, parce que les kitesurfers ont découvert un vrai paradis pour eux. Donc voilà, la plupart des villages qu'on a schématiquement de Natal jusqu'à Jericoacoara, voire au-delà, sont des endroits mondialement réputés pour le kitesurf. Enfin, dernier point, on a une expérience très sympa qui peut se faire, donc là aussi sur ce littoral, c'est de partir en expédition buggy en faisant donc plusieurs étapes. L'idée, c'est pas de conduire du matin au soir son buggy, mais c'est en tous les cas de faire partie buggy, de s'arrêter, de se baigner, de manger dans des cabanes de pêcheurs typiques sur la plage. Et on a cette expérience-là qui est possible, soit en conduite client, c'est-à-dire le client conduit son buggy et suit un chef d'expédition qui va ouvrir la route parce qu'il y a le piège hein, quand on ne connaît pas les lieux, soit on peut éventuellement également organiser la même expédition mais avec des clients qui ne souhaiteraient pas conduire, ils peuvent être simplement passagers du buggy et accompagnés donc par un chauffeur qui va les accompagner. Pour ceux qui voudraient faire le même type d'expédition donc par le littoral, mais dans des conditions peut-être un petit peu plus confortables que le buggy, il y a également la possibilité de réaliser ce même trajet-là par les plages le plus possible en fonction des horaires de marée en 4x4. C'est totalement réalisable. Voilà donc pour la fin de cet itinéraire route des émotions et ça aura permis de vous donner un aperçu réellement de ces différents points d'intérêt qu'on a sur cet itinéraire et de ces différentes ambiances entre guillemets et différents paysages également qu'on peut être amené à connaître. Point suivant, c'est une question qui revient assez régulièrement, donc on a fait un petit diagramme en essayant de schématiser un petit peu tout ça. La question point météo, quand est-ce que c'est la meilleure période pour venir dans le Nord-Est et en particulier sur la route des émotions? Alors il faut distinguer, on a distingué trois grandes thématiques. Pour les Neçores Maranhenses, qui est ce grand désert de dunes et de lagunes que vous avez présenté Valérie en début de présentation,
on a une période idéale qui s'étend à peu près du mois de mai au mois de novembre. Pourquoi? À partir de novembre, fin novembre et décembre, jusqu'à effectivement mars-avril, on a deux phénomènes. Premièrement, les lagunes s'assèchent. Il faut savoir qu'on a une petite saison des pluies dans le nord-est, une saison plus humide, disons, qui s'étend de manière générale entre mars et mai schématiquement. Donc, les laisseuses maraniennes se retrouvent avec des lagunes au top niveau à partir de mai-juin. Et ensuite, juillet-août, on a encore un très très bon niveau dans les lagunes. Septembre, encore un petit peu moins. À partir de novembre, vraiment, les lagunes, il faut vraiment rentrer très très loin dans le parc pour en trouver encore des lagunes résiduelles. C'est pour cette raison que la meilleure période réellement pour les laisseuses maraniensis avec les lagunes, c'est réellement cette période à partir de mai, juin jusqu'à octobre-novembre. En dehors de ces périodes, ça reste bien évidemment visitable, ça reste très beau et très impressionnant. Simplement, comme on n'a pas de lagune entre les dunes de sable, on n'a pas ce contraste qu'on peut avoir sur les photos que vous avez vues notamment. Ça, c'est pour les laisseuses. Pour ce qui est de la partie plus balnéaire, les gens qui voudraient venir faire du balnéaire peuvent venir quasiment toute l'année. Il faut juste prendre en compte le fait que, comme je vous le disais précédemment, on a une saison un petit peu plus humide, on y est en ce moment d'ailleurs, sur les mois de mars, avril, mai. Ça peut commencer parfois un petit peu plus tôt, fin février, ça peut s'étendre un petit peu plus sur mai, juin, mais c'est globalement une période où on a un risque d'averse qui est beaucoup plus élevé que le reste de l'année où le temps est très très sec. Alors quand je dis que c'est une saison humide, on est bien d'accord, hein, on n'est pas sur une pluie londonienne du matin au soir, ou on n'est pas sur le climat qu'on peut avoir à Lima la moitié de l'année, pour ceux qui connaissent. Voilà, on n'est pas dans le nuage, il fait entre 25 et 30 degrés toute l'année, et ça va être des averses tropicales dans la journée, plutôt le matin de manière générale, mais voilà, à prendre en compte en tous les cas, pour les clients qui voudraient venir pour de la plage essentiellement, dans le nord-est du Brésil, mars, avril, mai, c'est une période où on peut avoir des averses, contrairement au reste de l'année. Enfin, pour le kitesurf, puisqu'on a, c'est également une niche de clientèle qui est très intéressée, elle, pour le coup, surtout par le vent. La période idéale commence à partir de juin-juillet, réellement où on commence à avoir du vent. Alors là aussi, quand je dis du vent, c'est pas la tramontane qui se met à souffler, hein, c'est pas du tout ce type d'ambiance ici dans le nord-est. C'est un vent qui n'est pas gênant quand on est simple plagiste, entre guillemets, et qu'on fait pas de kite. C'est pas un vent qui est fort. En tous les cas, c'est un vent justement qui a pour caractéristique d'être régulier, de ne pas souffler en bourrasque, que recherchent justement les kitesurfers. Donc la période idéale pour cette partie kitesurf, c'est réellement à partir du mois de juillet, schématiquement, et ça va s'étendre jusqu'en février. Mars, avril, mai, comme je vous le disais, c'est la saison un peu plus humide et c'est une saison vraiment sans vent. On le ressent d'ailleurs ici à Fortaleza, on a plus chaud les jours où on n'a pas d'averse sur ces périodes-là. Juin, c'est encore un petit peu limite en ce qui concerne le vent, donc voilà. Pour le kite, à partir de juillet et jusqu'au mois de février. Voilà pour la partie météo. Point suivant, également une question qui revient assez régulièrement et qui peut vous intéresser ainsi que vos clients. Quel budget faut-il envisager pour un séjour dans le Nord-Est? On considère qu'en partant sur une base de personnes, sur des hôtels standards, 3 étoiles, une dizaine de jours avec du transport privé et chauffeur lusophone, on considère de manière générale qu'on est sur un budget de 1 600 € par personne, donc pour une période de 10 jours, comptez à peu près 160 € de moyenne par jour, par personne, donc sur ce type d'itinéraire. Je reviens sur un point qu'on évoque, on parle de chauffeur lusophone, pourquoi? Il y a la possibilité d'avoir un guide francophone accompagnateur sur cette route des émotions, c'est totalement possible. Simplement, c'est un guide qui, en fonction du sens où les clients vont faire l'itinéraire, soit va partir de Fortaleza avec eux et va aller jusqu'à Saint-Louis, soit dans l'autre sens, va partir de Saint-Louis avec eux et va venir jusqu'à Fortaleza. Donc tout cela implique des coûts, le salaire du guide bien évidemment, mais également ses frais d'hébergement et ses frais de retour. Si c'est un guide qui est parti de Saint-Louis et qui vient jusqu'à Fortaleza, il faut évidemment qu'on ramène jusqu'à sa maison. Même chose dans l'autre sens. Donc tout ça pour vous dire que la présence d'un guide francophone est possible, elle a un coût certain, et comme on est quand même globalement sur un itinéraire qui est très orienté nature, paysage, la plus-value de la présence d'un guide francophone n'est pas absolument décisive. C'est pas comme quand on est sur un site comme le Machu Picchu par exemple, il y a énormément de choses à raconter. Là, on est quand même plutôt sur des paysages, de la plage, le delta, etc. C'est moins indispensable. C'est totalement réalisable pour les gens qui voudraient avoir cet accompagnement francophone. Chose à prendre en compte, on n'a pas de chauffeur francophone ici dans le Nord-Est. Donc, pour les clients qui voudraient un accompagnement francophone,
on aura un chauffeur lusophone, donc qui conduira le ou les 4x4, et en plus du chauffeur, on aura donc le guide francophone qui lui servira pour toute la partie interprétariat, présentation, explication. Voilà pour ce qui est de la partie budget. Pour quel public? Le Nord-Est, c'est une destination qui vraiment s'adapte à tous les publics, très clairement. Une destination famille, puisque comme vous le disiez Valérie, même le Trek des Lençois, qui peut peut-être un petit peu impressionner de prime abord, on a des familles qui l'ont fait avec des enfants de 10-12 ans et qui l'ont réalisé sans problème. C'est une destination idéale pour les couples. On a pas mal de gens en lune de miel qui viennent, de gens, comme le disait Valérie tout à l'heure, qui viennent pour leur demande de mariage, notamment lors de la balade à cheval. Des groupes entre amis, puisque ça s'y prête, destination aventure, que ce soit pour de la randonnée dans le Trek des Lençois ou que ce soit sur des expéditions en Bolivie, effectivement, puisqu'on est sur une destination vraiment très orientée aventure, encore très hors sentier battu, même si elle se développe touristiquement, on est vraiment sur quelque chose de très sympa pour des groupes d'amis qui décideraient de venir passer une dizaine de jours, un petit peu plus dans le Nord-Est. Je repasse la parole à Valérie. Oui, pour donc finir sur cette présentation, nous allons partir sur quelques adresses en fait, quelques hôtels coup de cœur en fait qu'on a sur la route des émotions. Donc il y a beaucoup d'hôtels sur chaque étape. Comme le Nord-Est, comme disait Serge, un petit peu plus hors sentier battu, un peu moins développé touristiquement parlant par rapport à la partie sud du Brésil. On n'a pas de gros hôtels 5 étoiles, des grosses structures avec peut-être tout le service que peut-être certains de vos clients sont habitués. On est plutôt sur des posadas hôtels, qu'on appelle posada ici, de charme. Peu de chambres, moins de 10 chambres, même des fois que 4 chambres, avec des ambiances vraiment très accueillantes. Des petits bungalows sur la plage, de belles piscines, un hamac sur la terrasse. Voilà, on est sur des choses vraiment plutôt charmantes que la clientèle française généralement apprécie pour un séjour. La ferme de Georges, notamment à Atins, donc le petit village ensablé, on arrive en bateau pour l'accès dans les Lençois, est devenue une institution. La ferme de Georges, vraiment avec ses 9 bungalows en bois, propose vraiment un très beau service, d'un bungalow très bien décoré, pour un endroit comme Atins, qui est vraiment un bout du monde, un petit havre de paix. On se demande comment il a réussi à faire un tel endroit au calme et vraiment très bien soigné. Donc on recommande vraiment cette adresse-là. C'est pas pour tous les budgets, mais en tout cas voilà, c'est une de nos adresses préférées. Il y a 12 pôles dans l'île privée où on accède en bateau. Il n'y a que nous, il y a 4 chambres, dont 2 bungalows en bois avec leur propre terrasse, donc très agréable, donc on en a déjà parlé. À Jericoacoara, il y a une adresse qu'on aime beaucoup, qui est la Villa Calango, qui est sur la plage principale. Pareil, des petits bungalows aérés naturellement par le vent. Il y a la vue sur la mer, la dune de sable de l'autre côté. Une petite piscine, des petits bungalows sur pilotis avec un petit salon en bas. C'est vraiment, enfin, il y a des gens qui y restent une semaine juste pour être tranquillement au calme avant de repartir pour Paris. C'est vraiment une de nos adresses coup de cœur. Son copain, donc le Rancho do Peixe, qui est à Préa, donc le petit village proche de Jerry dont je vous parlais, qui est vraiment une ambiance plus au calme encore, avec plus d'espace, je dirais, que la Villa Calango. Du fait d'être à Préa, sur la plage, ils ont vraiment une grande partie, avec toute une rangée de bungalows. En tout, il doit y avoir une douzaine de bungalows, vraiment directement sur la plage. On a l'impression d'être Robinson, avec sa plage privée devant soi. C'est des bungalows qui peuvent être parfaits pour des couples ou même des familles. 4 voire 5 personnes s'il y a un petit, ça peut correspondre. Voilà, de belles adresses qu'on a visitées, il y en a plein d'autres, mais c'est vrai que voilà, on aime bien notamment ces 4-là. Donc ce qu'on vient de vous présenter, donc la route des émotions, on l'organise bien entendu en privé, en individuel, donc c'est-à-dire un couple qui partirait, par exemple sur 10 jours, avec une sélection d'hôtels, d'activités, les transports privés, donc avec le chauffeur, généralement des pick-up, des 4x4, donc juste pour eux et le chauffeur. Pour cette année, on prévoit aussi des départs en groupe. Donc on a construit 2 circuits.
qui reprennent exactement ce qu'on vient de vous présenter en 10 jours, qui est une bonne durée. Je disais en introduction 1 semaine. 10 jours, ça permet de prendre un petit peu plus le temps, notamment sur la partie balnéaire. Donc 10 jours est une bonne période. On a construit 2 circuits. Un circuit assez découverte, balnéaire, qui s'adresse à tout public dans des hôtels plutôt confortables pour un circuit en groupe, accompagné donc sur tout le séjour d'un chauffeur qui parle portugais et d'un guide francophone. De San Luis à Fortaleza dans le sens qu'on vient de vous présenter. On a construit un circuit plus sportif, mais accessible, donc sport et aventure avec le trek dans les Lençóis. Donc de même, chauffeur qui parle portugais et accompagnement d'un guide francophone. Donc on a plusieurs dates, on vous donnera le lien bien sûr avec la présentation de ces circuits. Ça vous permettra aussi d'avoir plus de détails, un itinéraire complet qui pourrait du coup être proposé aussi en privé si vous avez des demandes hors des dates qu'on propose. Ces circuits sont aussi accessibles sur la plateforme Together. Vous retrouverez ces 2 circuits. C'est déjà la fin de cette présentation. On a noté quelques questions, mais voilà, pendant qu'on parlait, si vous avez d'autres questions, des choses qui n'étaient pas claires, si vous n'avez pas tout entendu, tout compris ce que Serge a pu dire, ou moi, parce qu'on parle peut-être un peu vite, n'hésitez pas. Tout est enregistré, vous aurez donc la présentation avec les détails, les photos, si besoin d'autres photos, d'autres détails par mail, on sera là et Together aussi. Pour les questions... Alors, quelques questions qui ont été posées. Il y a Stéphanie notamment qui avait 2 questions concernant les Lençóis en particulier. Ouais. Donc, je vais les joindre. La première, c'était est-ce qu'il est possible de se baigner dans les lagunes? Oui. Et la deuxième, c'était est-ce qu'il est obligatoire de dormir en hamac pendant le trek des Lençóis? Alors, donc pour la baignade, c'est très recommandé de se baigner, justement. C'est ce qui fait aussi un peu le charme du lieu. Comme je disais, les lagunes sont plus ou moins remplies, donc ça peut être des baignades un peu type lagon ou des baignades où vraiment on peut nager immense. Parfois, j'ai pas pied. Non, mais il y a vraiment de tout. Il y a de tout. Les lagunes, donc bien sûr, on peut s'y baigner. Pour le trek, oui, si on veut faire la traversée des Lençóis, que ce soit en 2 jours ou 3 jours, partance d'Atins ou Barreirinhas, les étapes sont forcément au milieu du parc, dans des oasis instituées, des petites bâtisses, comme je vous disais, chez l'habitant. Du coup, oui, on dort en hamac, il n'y a pas d'autre solution. C'est ce qui aussi fait le charme du lieu. Et comme je disais, on dort assez bien. Pour des gens qui veulent pas dormir en hamac, il reste toujours la possibilité de dormir à Atins dans des hôtels plus confortables auxquels on a montré et de faire des excursions à la journée qui permet déjà, depuis Atins, de voir un très bel aperçu du parc. On peut marcher autour des lagunes, ça reste possible. D'autres questions? Alors, une autre question, Amélie demandait comment accède-t-on à Ilha dos Porcos? En bateau. En bateau, depuis donc le port de Parnaíba, en bateau privé, vous arrivez dans une embarcation, un débarcadère plutôt, un petit ponton, on va dire, et à partir de là, un quad de l'hôtel récupère les clients pour les ramener jusqu'à la réception, la bâtisse principale d'Ilha dos Porcos. On avait une question, alors je n'ai pas noté qui l'a posée, mais je la pose quand même. Quelqu'un qui demandait quel était l'hôtel à Préa. Ah, c'était le Rancho do Peixe, dont on a parlé, les belles photos, la belle cabane. Là, il y a une question pour toi. Oui, je la vois. On arrive à Santo Amaro et puis on continue le circuit. Vous faites quoi? Santo Amaro, à Barreirinhas et puis Parnaíba. Alors, bonjour Rouille, je vais répondre donc à ta question. À propos de Santo Amaro. Santo Amaro, on ne l'a pas évoqué, mais c'est effectivement un autre point d'accès au parc des Lençóis Maranhenses. On ne l'a pas évoqué volontairement dans cette présentation, parce que par rapport à un itinéraire route des émotions, donc quand on vient de Saint-Louis, si on veut faire les Lençóis et continuer ensuite sur le littoral ou dans l'autre sens, Santo Amaro est un petit peu détourné, je dirais, de l'itinéraire qui serait idéal. En tous les cas, pour des gens qui partiraient de Saint-Louis et qui iraient jusqu'à Santo Amaro dans un premier temps pour découvrir les Lençóis à partir de ce village, la suite logique, entre guillemets, de l'itinéraire, ça serait aller de Santo Amaro
jusqu'à Barreirinhas pour ensuite poursuivre, aller en direction du delta de Parnaíba et ensuite continuer le littoral comme on évoquait. J'en profite également, je vois qu'il y a une dernière question. Ah, pardon, Rouille. Pour les gens qui font du trekking. Alors, pour des gens qui font du trekking, Santo Amaro, ça peut être un point de départ pour le trekking. C'est un point de départ. Idéalement, moi, je conseillerais plutôt de le faire dans l'autre sens, en fait. Si on part de Santo Amaro pour le trekking, on va se retrouver à traverser le parc d'ouest en est. Donc, on va se retrouver contre le vent, la saison où il y en a, contre le soleil et un petit peu contre les dunes, entre guillemets. Il vaudrait mieux, idéalement, pour des gens qui voudraient aller à Santo Amaro, aller jusqu'à Athins, donc on a évoqué tout à l'heure, partir d'Athins et faire le trek dans ce sens-là, donc d'est en ouest, aller dormir la première nuit dans la première oasis, la deuxième dans la deuxième oasis, et la troisième, finir à Santo Amaro. Quitte, effectivement, après avoir fini le trek, à repartir vers Barreirinhas et continuer en direction du delta de Parnaíba. C'est totalement possible. Totalement possible. Il y avait une question également de Solène qui demandait s'il n'était pas dangereux de conduire le buggy. Alors, il faut savoir que c'est dangereux. Oui, si on laisse partir les clients à l'aventure tout seul avec leur buggy, c'est quelque chose qui peut être dangereux, mais qu'on ne fait pas. C'est justement la raison pour laquelle on organise des expéditions où le client va être encadré, il a un chef d'expédition qui ouvre la route devant lui, il est tenu de suivre exactement la trace du chef d'expédition. C'est le chef d'expédition qui imprime le tempo et qui va montrer par où il faut passer et par où il ne faut pas passer. Donc il n'y a pas de danger du tout particulier à conduire soi-même le buggy. Encore une fois, il y a des gens que ça intéresse, d'autres qui préfèrent se faire conduire. C'est vraiment au choix et à la carte. Voilà. Bien, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. On a un petit peu débordé, on vous a retenu un petit peu plus longtemps que prévu. J'imagine que certains doivent être pressés de partir en week-end de Pâques. Donc voilà, on vous remercie grandement pour votre attention. Vous avez nos coordonnées donc à l'écran en cas de questions. Comme le disait Sarah de toutes les heures, cette présentation va vous être envoyée par email, aussi bien le replay que la présentation et également le diaporama. Donc voilà, il nous reste à vous souhaiter une bonne Pâques, un bon week-end, une très bonne fête de Pâques et puis à très très bientôt dans le Nord-Est. Merci à tous. Merci beaucoup, à bientôt. Bonne fête. Merci. Toc.